Qu'avons-nous fait au poste ? Mitterrand naît, grandit sous la Troisième République, au moment où on apprend à l'école les taches roses sur la carte de l'Empire, au moment où tout le monde pense que l'Empire va durer, perdurer, ad vitam aeternam. Il est ébloui par l'exposition coloniale en 1931, c'est un jeune adolescent. Il monte pour la première fois à Paris, il est l'homme de son époque. L'exposition coloniale, le temps des colonies, la grandeur de la France, les taches roses, ça fait partie presque d'une certaine manière d'une vulgate que tout le monde partage. Puis après, c'est le président de gauche de la Ve République, qui va totalement faire perdurer le système, par exemple, de la France-Afrique. Et puis tout ça se termine quelque part dans les ténèbres de l'histoire avec le Rwanda. C'est un parcours qui traverse un peu le siècle, puis qui questionne la gauche sur la manière de penser ses héritages et de penser d'une certaine manière l'histoire impériale qui a été celle de la France dans ce siècle. L'affaire remonte à la nuit du 2 au 3 mars 1957 dans la Casbah d'Alger. Une vingtaine de parachutistes de plusieurs nationalités, hollandais, allemands et français, conduits par un lieutenant grand, fort, blond, ont déboulé aux 7 rue des Abrancérages, qui était le petit palais où habitaient plusieurs familles algériennes. C'était donc Jean-Marie Le Pen. La famille l'a reconnu ensuite grâce à sa photo dans les journaux, quelques semaines plus tard, quand il a été décoré par Massu. Et donc cette nuit-là, il a interrogé Ahmed Moulay, ce père de 6 enfants, et le papa n'a pas parlé, malgré le supplice de l'eau, devant les 6 enfants, devant la maman qui tenait encore dans les bras sa dernière année de 5 mois, Nassima, qu'elle nourrissait au sein. Ça a été le supplice de l'eau, puis le supplice de l'électricité, et à la fin, une rafale de mitraillettes en pleine poitrine et sur le visage pour faire croire qu'il s'était enfui. C'était donc même pas dans le dos. Et le lendemain matin, le jeune garçon, l'aîné donc des enfants, 12 ans, a trouvé dans le couloir une ceinture, un ceinturon sur lequel était accroché un poignard. Et il m'a toujours dit qu'il ne savait pas pourquoi, instinctivement, il s'est dit c'est important, et il l'a caché dans le compteur électrique de la maison. Et quand moi j'ai retrouvé le poignard 40 ans plus tard, je ne suis pas sûre du chiffre, le poignard, il dormait depuis toutes ces dizaines d'années dans l'armoire, le buffet de la salle à manger des Moulets. Et il y avait une croix gammée dessus qui était tombée à force d'avoir été manipulée par les enfants Moulets, mais on voyait encore distinctement le triangle, la svastika. Et vous, madame, c'est votre premier mai ? Oh non. Ah non. J'en ai déjà fait beaucoup. Bon, et qu'est-ce que vous pensez de celui-là, alors ? C'est une grosse manifestation, là, cette année. On a fait des manifs, vous ne dites pas. Ah bah oui, ça a été la retraite, ça a été le salaire, ça a été les logements, ça a été les expulsions, c'est tout. On continue notre combat. À partir du 15e, 16e, 17e siècle, le but de ceux qui gouvernent, des souverains, c'est de sécuriser l'État, de protéger l'État. Protéger ceux qui gouvernent, les souverains, protéger le territoire, ne pas surtout perdre des petites parties de son territoire, et puis protéger les institutions de l'État, comme l'armée par exemple, puis ensuite la police. Donc ce qui compte, c'est la protection de la chose publique, la sûreté de l'État, et non pas la sécurité des personnes, la sûreté de l'État. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est le début véritablement de la répression, et puis la manière dont on va commencer à envisager ce qu'est l'appareil répressif, ce qu'est punir, ce qu'est juger, ce qu'est emprisonner, etc. Qu'est-ce que c'est l'extension du filet pénal ? Ça veut dire que à partir des années 70, 80 et 90, on va avoir une multiplication des infractions. On va créer de nouveaux délits, de nouveaux crimes qui n'existaient pas avant et qui vont conduire des gens en prison. Je prends un exemple volontairement, pas provocateur, mais c'est le cas des délits routiers, qui n'existaient pas avant et qui sont créés dans les années 70, 80, 90 et qui vont massifier la population carcérale, en tout cas massifier le nombre de gens qui peuvent être pris par l'appareil répressif. Et je donne un exemple dans mon livre, c'est celui de Tony Blair. Dans les années 90, Absolument. Il va créer plus de 450 nouveaux délits. Ça veut dire que 450 comportements qui étaient légaux, qui étaient possibles, légitimes, deviennent illégaux. Et donc sont passibles de répression. Mais il faut toujours un ennemi, quelque chose à réprimer, et donc on va focaliser sur de nouvelles figures, non plus l'ennemi politique, non plus l'ennemi de l'intérieur, mais la racaille.
La racaille, les loupards, la vermine, enfin tout un tas de termes qui émergent véritablement milieu des années 70, fin des années 70 et qui vont vraiment exploser dans les années 80. Et mon hypothèse, c'est qu'il y a toujours besoin d'un ennemi ou de quelque chose, et d'où par exemple, pour pouvoir en parler si ça t'intéresse, le cas du narcotrafic. Il y a une focalisation tout à fait flagrante là, des pouvoirs publics français et des ministres sur le narcotrafic, peut-être aussi parce qu'il y a moins d'attentats, moins de risques terroristes, etc. Michel Foucault disait, si on faisait juger n'importe qui par une cour d'assises, c'est-à-dire par des citoyens, même un voleur de canard serait condamné à la peine de mort. C'est à peu près ce que disait Badinter pour justifier l'abolition de la peine de mort. Il disait, quand on met des jurés populaires, donc les citoyens sont plus répressifs, plus sévères, plus durs que les juges professionnels. C'est terrible de se dire que c'est la population elle-même qui peut être plus répressive et vouloir plus. Et c'est ça qui fait que la répression, elle marche aussi. C'est parce que les politiques peuvent s'appuyer sur cette partie de la population qui non seulement réclame, mais parfois participe à la répression. Les voisins vigilants, etc. Ça suffit! Je filme! Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Dans ton livre, tu parles d'un racisme d'anéantissement. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Alban Bensa, l'anthropologue, qui a bossé sur ces questions-là. Parce que, donc, d'une part, il y a cette dépopulation dont on a parlé, et le choc épidémique est terriblement aggravé donc, par ces spoliations foncières, l'enfermement dans les réserves, qui fait que des gens qui étaient des ennemis traditionnels se mettent à devoir se côtoyer, ce qui accentue la violence interne au monde kanak, etc. Et puis, il y avait cette croyance racialiste de l'époque, raciste très développée, disant que la confrontation d'une race dominante et d'une race inférieure, c'est la disparition inexorable de la race inférieure, qui allait de pair complètement avec le projet. Évidemment, le projet colonial de colonisation de peuplement, c'est de faire disparaître la présence autochtone. En fait, c'est bien plus simple. Et regarde, à New York, quand tu es à New York, tu penses rarement aux Amérindiens de New York. De fait, ils ont été nettoyés de Manhattan. Ouais. Nettoyés entre guillemets, je veux dire. Ouais. Mais 99% du temps, quand on pense ça à l'Amérique, aux États-Unis par exemple, ou par exemple à New York, on ne pense jamais à cette question-là. C'est-à-dire que ça a marché, ils ont été effacés, voilà, grosso modo. Et donc le projet, c'est celui-là en Calédonie. Donc comme il y a ça, il y a la dépopulation, il y a on a réussi à les repousser aux marges sociales et géographiques de la société coloniale qui se développe dans son coin. On ne s'intéresse pas du tout à ces gens-là et on attend finalement qui disparaissent, qui s'éteignent, ce qui n'a rien d'une calamité naturelle, mais c'est le résultat de choix politiques, comme se sont éteints les aborigènes de Tasmanie voisine. Et vraiment, les colons en Calédonie et les Kanaks regardent beaucoup sur ce qui s'est passé en Australie, dont on oublie l'importance du génocide aborigène. Schématiquement, l'idée qui est promue, c'est qu'il nous faudrait un territoire loin dans lequel on pourrait expulser les indésirables de la métropole et, ce faisant, faire œuvre de colonisation en même temps, c'est-à-dire faire d'une pierre deux coups, se débarrasser ici de ce qu'on n'aime pas et faire en sorte que là-bas, ils deviennent des colons. Et c'est ce qu'ont fait les Anglais, à partir de l'ouverture du bagne de Botany Bay, qui deviendra Sydney, en 1788. Et c'est vraiment un moment de basculement dans l'histoire coloniale du Pacifique, où jusqu'alors, il y avait des circulations, mais en fait, là, c'est l'implantation vraiment d'un fort et puis d'une ville et puis d'une société anglaise dans le Pacifique sur un projet de colonisation, donc de peuplement, c'est-à-dire que les Anglais en Australie, comme les Français en Kanak et Nouvelle-Calédonie, ne vont pas s'installer seulement pour exploiter les ressources, avoir des poids d'un puits pour la marine, etc., mais pour créer une nouvelle société blanche locale. Sur le modèle un peu de l'Amérique du Nord, par exemple, enfin des Amériques, globalement. Et donc, l'idée particulière de l'Australie, suivie par les Français en Nouvelle-Calédonie 50 ans plus tard, c'est de bâtir cette nouvelle société des antipodes avec des forçats.